Pour atteindre leur but, les agents devraient s'infiltrer dans le dangereux réseau du monde de la drogue. En 1992, les enquêteurs étaient d'avis qu'un baron de la drogue de St. Paul et son homme de main avaient tué Duane Walker. Ils avaient déjà l'arme du crime en main. Mais le sergent Tom Donasky, alors assigné à l'escouade des narcotiques du FBI, devait trouver d'autres indices qui corroboraient ses soupçons pour arrêter le narcotrafiquant Ken Jones et son complice Jeffrey Barnes. Le fait de disposer de cette arme ne suffisait pas pour procéder à des accusations. On devait identifier des gens ou les faire comparaître pour qu'ils témoignent et disent que, selon eux, Jeffrey Barnes et Ken Jones étaient bien mêlés à ce meurtre. L'agent spécial Grant Basie du FBI croyait que s'il coffrait d'abord Russell Barnes, le neveu de l'homme de main, celui-ci pourrait leur fournir les informations espérées. Certaines de nos sources, proches de Russell, nous avaient laissé entendre que celui-ci savait que son oncle avait commis le meurtre. Mais nous ne savions pas exactement ce qu'il savait. Pour monter cette affaire contre Russell Barnes, le FBI engagea un informateur qui avait de la crédibilité dans le milieu. Après avoir caché un micro sur lui, on lui demanda d'acheter de la drogue du neveu. Les membres de l'escouade devaient enregistrer chacune de ces transactions. C'était une opération risquée. Si quelqu'un trouvait le micro de l'informateur, il serait vraisemblablement tué. Les agents voulaient établir une relation de confiance avec Russell Barnes et éviter que celui-ci se doute qu'il était victime d'un coup monté. Au début, l'informateur ne lui acheta que de petites quantités de drogue. Mais progressivement, il fit de plus grosses transactions plus fréquemment. Ces transactions étaient toutes enregistrées. Mais Russell Barnes refusait toujours obstinément de parler du meurtre. Les agents n'étaient guère plus avancés dans la résolution de cette enquête. En mai 1993, une occasion se présenta enfin à eux. Un informateur qui travaillait pour le bureau du FBI de St. Paul sur une autre affaire informa les agents que Jeffrey Barnes et lui avaient fait de la prison en même temps. Il ajouta que Barnes et lui étaient très proches et que Barnes lui faisait confiance. Il était persuadé qu'il pourrait le convaincre de lui vendre de la cocaïne et de lui parler du meurtre de Duane Walker. Les agents testèrent l'informateur en lui demandant d'appeler l'homme de main devant eux. Il apparut tout de suite évident que Jeffrey Barnes n'avait aucune réticence à parler avec leur homme. C'était l'occasion qu'ils attendaient. Maintenant, les agents devaient trouver l'endroit où se feraient les transactions de vente de drogue. Un endroit qu'ils contrôleraient et qui pouvait être surveillé électroniquement. À ce moment-là, notre informateur vivait avec un membre de sa famille. On ne pouvait donc pas le laisser acheter de la drogue chez lui. Nous avons trouvé une maison et nous y avons installé notre homme. Il a accepté d'enregistrer ses conversations avec Jeffrey Barnes. Les enquêteurs installèrent l'informateur dans une maison appartenant au gouvernement dans le secteur ouest de St. Paul. L'informateur devait aviser le FBI dès que le suspect s'annoncerait chez lui pour une transaction. Les techniciens du FBI avaient posé des micros électroniques dans 3 pièces de la maison. Barnes se vantait souvent d'être un tueur à gages.
Il disait souvent de lui qu'il était le président de la compagnie Meurtre Incorporé. Sachant cela, nous avons demandé à notre informateur de l'amener à parler des actes de violence auxquels il avait participé. Jeffrey Barnes avait la réputation de se vanter de ses présumés exploits. Les agents donnèrent quelques trucs à leur homme pour faire parler Barnes du meurtre de Duane Walker. Il devait amener le tueur à parler des coups auxquels il avait déjà participé. Au cours d'une conversation enregistrée, l'informateur fit comme s'il avait besoin de l'aide de Barnes pour voler un vendeur de drogue. Jeffrey Barnes répliqua alors qu'il serait plus simple de le liquider. Barnes a dit à notre informateur qu'il s'agissait d'un coup relativement facile. Il lui a alors expliqué comment il procéderait. Il s'approcherait de l'homme par derrière et l'abattrait d'un coup de feu avec un pistolet. Quand la victime se serait affaissée, il l'envelopperait dans du plastique et emporterait le corps pour le laisser dans une ruelle. C'était exactement comme ça que Duane Walker avait été tué. Ces preuves indirectes étaient certes convaincantes, mais elles ne suffisaient pas à elles seules. Comme les transactions avaient été planifiées par téléphone, les enquêteurs obtinrent un mandat les autorisant à enregistrer les appels du suspect. Même si l'on n'obtint aucune information sur le meurtre de Walker par l'écoute de cette ligne, on eut toutefois de nombreux détails sur les opérations de trafic de drogue. En janvier 1994, l'escouade décida d'arrêter Russell Barnes en espérant qu'il s'en prendrait à son oncle. Le 29 janvier, on mit sur pied une transaction entre le neveu de Barnes et un autre informateur. La transaction devait avoir lieu dans un hôtel du centre-ville de St. Paul. Les techniciens dissimulèrent des micros dans la chambre. La qualité du son devait être irréprochable, car on comptait utiliser ces enregistrements en cours. De plus, des agents devaient suivre la transaction d'une chambre adjacente. Si Russell Barnes découvrait qu'il s'agissait d'un coup monté et devenait violent, les agents pourraient ainsi protéger leur informateur. Okay, go ahead and give me a signal. Testing 1, 2, 3. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Une fois la chambre prête, l'informateur appela Russell Barnes et l'avisa qu'il l'attendait. Les détectives de la section des enquêtes spéciales de St. Paul menaient une opération de surveillance à la maison de Russell Barnes. Après avoir reçu l'appel, il est parti à l'hôtel sans attendre. Russell Barnes avait déjà vendu de la drogue à l'informateur. Il apporta la cocaïne ainsi que les instruments nécessaires pour la peser. Il ne se doutait de rien. Pour lui, ce n'était qu'une transaction parmi d'autres. Il avait sorti la drogue et commencé l'échange sans se douter que chacune de ses paroles était enregistrée. Il était important de faire arrêter ce voleur de drogue, mais pour les agents, il était encore plus important que Russell Barnes signe une déposition selon laquelle le narcotrafiquant Ken Jones et son homme de main Jeffrey Barnes étaient les auteurs d'un meurtre. Lorsque la transaction fut terminée, les enquêteurs passèrent à l'action. Il disposait de la preuve irréfutable que Russell Barnes avait vendu 50 grammes de cocaïne à quelqu'un.